Un temps de conversation autour du soin, de l'éthique dans le soin, mais aussi peut-être de notre rapport sociétal, spirituel aux soins. Comment nos mécanismes de défense inconscients arrivent à tenir à distance le réel dans sa dureté, dans un moment de notre histoire gouverné par la technique et pourtant très chancelant, parce qu'on voit bien qu'il faut vivre autrement aujourd'hui. Et donc on est vraiment dans un moment de transition où finalement c'est parfois la peur qui gouverne parce qu'on ne supporte pas l'incertitude et qu'on est dans un moment de profonde mutation dans beaucoup de domaines et notamment dans le rapport à la science, à la croyance, donc à la médecine et aussi au réel. Je pense par exemple aujourd'hui la façon dont la médecine permet de construire le genre socialement grâce à un coup de bistouri. C'est quand même un bouleversement de la place de la médecine qui pendant longtemps réparait la maladie. Aujourd'hui, elle se mêle aussi d'une souffrance, effectivement, mais elle intervient dans le réel pour permettre un nouveau rapport qui est plus de l'ordre de la construction sociale, où on va se donner le genre qui serait coïncident avec sa perception, mais où il n'y a pas une donne de la nature. Donc on est vraiment dans un moment d'immense bouleversement. C'est peut-être un peu de ça dont je voudrais parler aujourd'hui. C'est ce rapport aussi à la médecine qui change beaucoup aujourd'hui. Quand j'ai commencé mon externat, je me suis retrouvée très vite projetée dans un service à l'hôpital Saint-Louis de chirurgie plastique qui était effectivement spécialisé, il y a 30 ans de cela et plus, dans, plutôt proche de 40 ans, de la chirurgie des transsexuels. Et je venais d'apprendre l'anatomie. À l'époque, on apprenait de manière extrêmement livresque. Et c'était des repères pour moi pas toujours faciles à mettre en place. Nous, dans la médecine, tout est objectivé dans l'enseignement de la médecine. On apprend le corps de l'anatomie, on apprend le corps de la physiologie, le corps de la pathologie, le corps de la thérapeutique. Mais vraiment, il faudrait bouleverser beaucoup l'enseignement de la médecine pour être plus aussi dans le corps habité, le corps vécu, le corps perçu. Donc et la faculté de médecine est un bon bastion de conservatisme comme tant d'autres. Alors à l'époque, je me retrouve dans ce service de chirurgie plastique. J'ai été projetée dans les couloirs de consultation et à ce moment-là, j'accompagnais des patients qui attendaient d'être appelés, mais ils n'avaient pas encore changé d'état civil. Alors ils étaient un peu transformés, ils étaient souvent en souffrance. Je me disais, mais comment la médecine peut s'illusionner d'arriver par un coup de bistouri à intervenir sur la souffrance de cette manière-là? J'étais interrogative et puis je devais juste les faire rentrer dans le box de consultation, comme on appelait, mais l'état civil était antérieur à la chirurgie, alors j'étais là, monsieur, non, madame, non, je vous en prie, rentrez. Mais entre-temps, dans la salle d'attente, il se passe beaucoup de choses. Et parfois, les jeunes qui n'ont pas la puissance de la prescription peuvent avoir une présence d'accompagnement qui peut être pour moi la fonction fédératrice de toute la médecine, de tout le soin, et de tendre l'oreille au récit de vie et à la santé aussi perceptuelle et cette souffrance qui pouvait s'exprimer, mais aussi au type de réponse apportée par la médecine. Voilà, donc j'ai souvenir de cela et peut-être par la suite pour cheminer un peu, j'ai la formation médicale une fois de plus tend à aujourd'hui évoluer, mais encore de manière très marginale. Aujourd'hui, il y a des révolutions à la marge, mais tout à fait significatives, où on enseigne la relation de soins par binôme avec un patient partenaire et un médecin, à considérer que l'épreuve de la maladie confère une expérience et confère des savoirs qui peuvent se transmettre
aux jeunes en formation et qui peuvent influencer leur pratique de soins par la suite. Donc c'est vraiment tout à fait formidable, et, mais encore très marginal. Et voilà, une fois de plus, la médecine, comme tant d'autres champs, est dans un profond moment de mutation. Alors moi j'ai connu aussi l'épidémie de sida, j'étais toute jeune médecin, j'étais au début de mon internat, j'avais des proches qui sont morts, hein. Mon petit ami chéri, mon cousin, et ce qui fait que très vite, hein, j'ai expérimenté dans la douleur, hein, cette porosité entre la fonction soignante et la vulnérabilité. Et que c'est pas parce qu'on faisait le choix de soigner qu'on allait être immunisé contre la maladie et la mort, hein. Et c'était aussi une épidémie terrible, elle frappait des jeunes, et elle était, contrairement au Covid aujourd'hui, qui souvent est assez silencieux. Il y a parfois, ça a été terrible aussi, on y reviendra, mais parfois dans une dissociation, comme on dit, anatomoclinique, c'est-à-dire que la fonction respiratoire, hein, s'amenuisait, mais la personne ne le ressentait pas douloureusement. Alors que dans le sida, c'était terrible, hein. On considérait que le symptôme devait nous renseigner et donc il fallait le préserver intact. Quand la personne avait 41 de fièvre, on ne donnait pas un antipyrétique. Il fallait ne pas se priver de la valeur informative de cette fièvre. Quand il asphyxiait, il ne fallait pas le soulager. Et donc, avec d'autres, on a commencé l'exercice de notre métier par cette impuissance, et même l'impuissance à soulager. Et bon, bah, ça a été très déterminant dans ma vie de femme et dans ma vie de médecin, et pas indifférent au choix que j'ai fait par la suite, qui m'a conduit de la médecine interne aux soins palliatifs, hein, que je fais depuis 25 ans en équipe pluriprofessionnelle au sein d'un grand hôpital parisien, la Pitié-Salpêtrière, et dans une forme de médiation qui renvoie aussi un peu à la racine médecin. Et d'ailleurs, je crois que dans le judaïsme, le médecin, c'est un peu un médiateur de Dieu, le guérisseur, hein. Le médecin, c'est un peu l'auxiliaire soignant. Je crois que c'est Dieu qui guérit et le médecin, il soigne. Alors en soins palliatifs, on reconnaît qu'on est aux limites de la possibilité de guérir, de revenir vers un état de santé antérieur. Bon, il faudrait passer du temps et du temps à essayer de préciser qu'est-ce que c'est que la guérison, parce que ça ne se prescrit pas, hein. C'est pas parce qu'on dit à la personne qu'elle est guérie que d'emblée elle va habiter sa vie comme elle l'avait habité avant que la maladie ne vienne s'en mêler. C'est plus compliqué. La guérison aussi, c'est une aventure, mais on va la laisser de côté là. Et donc, moi, j'ai fait le choix de ce lieu, ce moment de la médecine, que sont les soins palliatifs, où on touche à une forme d'impuissance à guérir. Alors, c'est pas quelque chose qui se décrète et qui euh, s'appréhende d'un moment à l'autre. Et c'est pour ça qu'on va en parler. Mais on a fait beaucoup de lois pour empêcher le médecin d'être dans l'acharnement thérapeutique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'obstination déraisonnable. Alors, ça paraît comme ça simple, c'est-à-dire si dans la rue on demande qui est en faveur de l'obstination déraisonnable, je pense qu'on ne trouverait personne, hein, pour dire aujourd'hui, moi je veux que l'on s'obstine déraisonnablement coûte que coûte. C'est pas tout à fait vrai, parce que quand même, certaines familles pratiquantes qui viennent interroger durement la question de l'obstination déraisonnable. Mais effectivement, c'est une question qui ne va pas de soi, parce qu'une fois que on s'est penché déjà historiquement à partir des années d'après-guerre, 50, 60, quand la médecine a commencé à être puissante, avec l'antibiothérapie, la radiothérapie, la chimiothérapie, la médecine a commencé à être puissante,
Et cette puissance, elle s'est accompagnée aussi des faits lourds, des faits indésirables. Donc un courant humaniste de la médecine a commencé à se dire, bon, la survie c'est une chose, mais comment on vit? Et il est important aussi de se questionner sur la qualité de vie. Mais qu'est-ce que c'est la qualité de vie? Et qui va en décider? Est-ce que c'est le médecin? Est-ce que c'est le parent? Est-ce que c'est le patient? Est-ce que c'est le soignant? Est-ce que c'est Dieu? Et donc là, on a vu la difficulté, on a même construit des outils pour des échelles multidimensionnelles, en disant la qualité de vie, c'est pas seulement la santé physique, c'est aussi la santé mentale, c'est aussi les dimensions socio-familiales, mais aussi spirituelles, et puis la qualité de vie d'un Indien d'Amazonie et d'un Américain dans sa voiture de Los Angeles, c'est pas la même chose. Donc, comment mesurer tout ça? On a même eu des débats philosophiques dans ce courant humaniste de la médecine pour dire mais est-ce qu'on peut réduire la qualité de vie à un score? Parce que finalement, ça se mesurait avec un chiffre à la clé. Alors, il y avait Bergson qui venait nourrir ce débat en disant est-ce qu'on peut réduire du qualitatif à du quantitatif? En tous les cas, ça a été une étape importante dans l'histoire de la médecine et qui nous a fait considérer que survivre, c'est pas forcément une fin en soi et il fallait que la médecine puisse être un peu avisée, réflexive, revenir sur elle-même, sur sa puissance d'agir et considérer que les moyens devaient être proportionnés par rapport à la finalité. Et donc, on s'est mis à parler d'acharnement thérapeutique et à dire il ne faut pas. En France, où on aime bien légiférer, on y reviendra, mais on est le premier pays à s'être doté d'un comité consultatif national d'éthique en 1983 avec Mitterrand, puis des premières lois de bioéthique en 1994, où on a donné un statut dans le Code civil au corps humain, première fois que le corps humain faisait son entrée dans le Code civil. D'ailleurs, même la pratique médicale, elle n'existait pas, il y avait un code de déontologie, mais on ne définissait pas son contenu dans la loi française. Là, pour la première fois, on a dit le corps humain, il est inviolable et indisponible. Alors, si on restait sur ces deux termes d'inviolabilité et indisponibilité, on ne pouvait même pas examiner, c'est une atteinte au corps humain. Alors, juste après, c'est comme ça que la loi procède, elle donne un cadre général, et après, elle précise l'exception qui permet d'être dans l'action reconnue. Donc, on dit inviolabilité et indisponibilité du corps humain, sauf nécessité thérapeutique. C'est super, mais tout reste à faire, parce que qu'est-ce que la nécessité et qu'est-ce que la thérapeutique? On en parlait tout à l'heure quand on parle aujourd'hui des chirurgies de genre, voilà, qu'est-ce que c'est que la thérapeutique? Qu'est-ce que c'est que la réparation? Qu'est-ce que c'est que l'équilibre, l'homéostasie, le rapport à la santé, le rapport à la maladie? Tout ça aujourd'hui est très vivement, alors j'ai envie de dire, plus solutionné que questionné. Je pense que là aussi, on tient à distance des questions abyssales et parfois on préfère être dans les réponses. Alors l'obstination thérapeutique, ça serait de poursuivre des traitements dont on ne peut plus attendre une amélioration pour le patient. Et donc, on va donner des exemples concrets. Un patient atteint d'une maladie cancéreuse très évoluée, réfractaire aux chimiothérapies, c'est un moment très difficile humainement. Et le patient qui souvent a vécu longtemps avec des traitements très lourds, même les maladies graves, on arrive à les chroniciser et demande souvent à poursuivre des traitements. Et il arrive fréquemment que le médecin référent
alors qu'il travaille aussi dans un collège, dans une réunion de concertation pluridisciplinaire, mais ait beaucoup de mal à accepter lui-même l'idée qu'il touche à ses limites et qu'on ne peut plus attendre d'amélioration par de nouveaux traitements ou par la poursuite de ces traitements devenus inefficaces. C'est pas toujours facile à identifier qu'on est dans l'obstination déraisonnable. D'abord, l'obstination déraisonnable, ça peut être des traitements, mais ça peut être aussi des examens. C'est souvent d'ailleurs pas le médecin qui prescrit, qui voit qu'on est dans l'obstination déraisonnable, c'est souvent l'infirmière qui est au plus près du corps très fragilisé par la maladie. Moi, j'essaye de travailler ces questions avec les jeunes dans le compagnonnage parce que j'essaye de dire c'est une chose d'entendre le scandale de la mort qui vient, c'est une chose d'entendre le désir de vie qui peut persister, ce cri-là, mais la réponse à ce cri, c'est pas nécessairement, enfin c'est pas de poursuivre un traitement, même si l'expression de ce désir de vie peut prendre la forme de on poursuit la chimio. Mais c'est là où c'est extrêmement ténu, cet interstice où on peut se situer dans l'accompagnement, dans la présence. Parfois, j'aimais l'expression de Martine Ruziewski, une psychologue avec qui j'ai travaillé longtemps, qui disait soutenir de toute son impuissance, se tenir présent et savoir que la réponse à ce désir, elle n'est pas là, elle n'est pas dans le geste de ce traitement poursuivi, mais elle est dans déjà un pacte de non-abandon. Parce que parfois, qu'est-ce qui se dit dans la voix du patient ou de la famille lorsqu'il nous demande de poursuivre des traitements devenus déraisonnables? C'est bien sûr la tragédie qu'ils vivent et aussi la crainte de l'abandon et de la souffrance. Et c'est là où il y a cet interstice où on peut manifester sa présence et soutenir de toute son impuissance. Mais pas seulement, parce que je pense que dans la démarche palliative, il n'y a pas que de l'impuissance. Il y a cette petite interstice qui est toujours de la vie, qui chancelle et qui se tisse encore et se transmet. Oui, alors sa richesse aujourd'hui, c'est son ouverture vers les patients qui sont des vrais partenaires aujourd'hui de cette réflexion, mais aussi les humanités médicales. Dans mon université, récemment, on s'est marié avec la Sorbonne. Une ouverture nouvelle où on voit bien que la complexité du monde ne peut se penser que par la rencontre entre différents champs de pensée. Alors aujourd'hui, on travaille avec la philosophie, la littérature, la sociologie, et donc ils participent à les sciences de la communication, à notre cellule de support éthique. En fait, on voit bien que les médecins tout seuls et les soignants, ils ont besoin d'autres langages. On disait tout à l'heure que médecin, c'est la racine médier, médiation. Et c'est comme un peu dans le judaïsme où la loi, on a besoin de la traduire toujours. Et bien aussi, la médecine, c'est un langage, et un langage qui a aussi besoin d'être traduit. On pensait avant que l'obstination déraisonnable, c'était seulement les médecins qui allaient être tentés de poursuivre pour rester dans la puissance de l'action. Et aujourd'hui, la surprise vient du fait que c'est souvent les malades et les familles de malades qui demandent à poursuivre, alors même que les médecins ont identifié qu'on est dans un moment d'obstination déraisonnable. Ça crée une tension, souvent une tension avec des enjeux très forts dans la communication, parce que, en fait, une même réalité peut être décrite, des réalités complexes, bien sûr, en des termes très différents au sein d'équipes de plus en plus
importante en nombre, hein. Et on voit bien aussi que la médecine, c'est pas une science froide, hein. La subjectivité de chacun vient s'exprimer. D'ailleurs, pour revenir toujours à l'obstination déraisonnable, souvent dans les semaines qui précèdent la réunion de collégialité où on en vient à dire ce traitement de support vital, le respirateur artificiel ou la dialyse devrait être arrêté parce que ne permettra plus d'amélioration, et bien souvent on n'y arrive pas du jour au lendemain. Il s'est écoulé quelques jours, voire quelques semaines, où d'ailleurs l'équipe a pu être en souffrance entre les infirmières qui repèrent souvent plus tôt que les médecins ce moment d'impuissance, d'impasse thérapeutique, et même au sein de l'équipe médicale, eh bien, il y a des sensibilités différentes. Il y a aussi de la subjectivité à l'œuvre, il y a aussi de la croyance. Tout ne repose pas, on n'a pas un indicateur biologique, un taux d'hémoglobine qui permet de dire avant tel taux c'est bon, après tel taux c'est de l'obstination. Enfin, je prends un exemple qui n'est pas pertinent, mais peu importe, pour dire qu'on n'a pas un marqueur biologique qui va nous permettre d'arbitrer au niveau de cette question cruciale qu'on essaye d'approcher d'obstination déraisonnable. Et souvent, c'est une période où on se questionne et on voit bien qu'au sein d'une même équipe, eh bien, on l'approche avec nos sensibilités et nos croyances aussi dans les possibilités d'amélioration ou pas. Je vous montrer par là, on en parlait tout à l'heure, que les termes de science et croyance ne sont pas aussi indifférents l'un à l'autre. On a aussi des juristes qui viennent parce que parfois les patients, les familles peuvent s'opposer à une décision médicale et faire ce qu'on appelle un référé liberté, demander en urgence à être une audience auprès du juge. C'est souvent perçu comme un échec de la médiation médicale dans la possibilité d'accompagner, de faire entendre ce moment difficile des limites de la médecine. Mais parfois, ce que nous disent les juristes, c'est qu'il y a une nouvelle forme de médiation quand l'accompagnement judiciaire est bon. Nous, on travaille avec des juristes qui nous ont témoigné de formes de médiation inattendues, mais qui peuvent parfois aider les familles quand elles ont à ce moment-là le sentiment d'être allées vraiment jusqu'au bout pour leurs proches. Voilà quelques aspects de cette difficile question concernant l'obstination déraisonnable aujourd'hui. Donc on a des lois, on a eu une première loi qu'on appelle parfois Kouchner en 2002 qui interdisait l'acharnement thérapeutique. Ça a été repris souvent avec des histoires judiciaires terribles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous n'étiez pas né pour l'affaire Vincent. Je confonds toujours leur nom, parce qu'il y en a un qui s'appelait Vincent Imbert, et 10 ans après, l'autre s'appelait Vincent Lambert. C'est l'inverse. Il y a eu d'abord Vincent Lambert, qui s'est retrouvé en état végétatif, et sa mère, avant, demandé la grâce présidentielle pour ne pas être condamné à mort. Et aujourd'hui, on demande la grâce présidentielle pour ne pas être condamné à vivre. Et la mère de ce Vincent Lambert, qui était donc maintenu artificiellement en vie, avait demandé au président Chirac à l'époque la grâce pour pouvoir arrêter les traitements de maintien en vie. Et ça avait été une histoire terrible qui fait qu'après, il y a eu un grand travail parlementaire en France avec Jean Leonetti, qui est médecin, réanimateur et député, qui a donné lieu à cette première loi qu'on appelle la loi Leonetti et qui, d'une part, interdit l'obstination déraisonnable, permet à la personne de nommer une personne de confiance si elle n'est plus en mesure de manifester sa volonté, mais aussi de rédiger des directives anticipées. Et aussi, pour nous, de devoir soulager la souffrance d'un patient au risque de raccourcir le terme de sa vie. Mais en fait, eh bien, cette loi importante, elle est à la fois riche, mais la loi, on le sait, dans le judaïsme, c'est compliqué.
Et moi, j'ai découvert que pour les médecins, le rapport à la loi, c'est compliqué. Parce que parfois, on oublie de la traduire. Je vois que les médecins, parfois, ils sont un peu obsédés par la loi. Si un malade leur demande à ne plus vivre, leur obsession, au lieu d'entendre la souffrance du malade, ça va être de savoir si la demande du malade est conforme à la loi. Le malade, on ne lui demande pas d'être conforme à la loi. Le malade, déjà, il est dans la souffrance de ce qu'il vit. Et je trouve que c'est voilà, un effet un peu retors, un effet inattendu. C'est cette obsession parfois que peuvent avoir les médecins d'être bien dans les clous, comme ils disent, de la loi. Et c'est vrai que là-dessus, moi, le judaïsme m'a un peu nourri dans la façon d'accompagner les médecins en disant mais la loi, elle ne vit que par son interprétation. Vous n'allez pas arriver auprès du malade avec le texte de la loi Leonetti, vous allez la traduire avec vos mots et la loi est un cadre, après tout reste à vivre, à risquer dans la relation et dans le soin. Alors on a fait encore une loi qu'on a appelée en 2016 la loi Leonetti-Claes. Et puis aussi parce que il n'y a pas une session parlementaire ou il n'y a pas un débat avec une partie de la société qui souhaiterait qu'on dépénalise le droit à être assisté pour mourir et puis ceux qui sont opposés. Alors c'est vrai que jusqu'ici, a priori, les soignants en France se montrent plutôt opposés à, j'aime pas l'appeler comme ça, mais un droit à mourir. Moi je vais le dire, ça ne concerne que moi et ça m'engage, mais je suis plus interrogative, notamment là, dans mon équipe, pour la première fois, un patient qu'on accompagnait depuis des années, un homme jeune qui avait une maladie terriblement douloureuse, infiltrative, tumorale et neurologique, est allé sans prévenir son ami et sans nous avertir, seul, demander une assistance à mourir en Suisse. Et pour nous soignants, ça a été aussi extrêmement douloureux. Il y avait une collègue qui avait écrit « Allez donc mourir ailleurs ». J'ai vraiment ressenti aussi, enfin c'est mes collègues qui le suivaient depuis des années, mais bien sûr je m'associais à leur souffrance qui n'était pas difficile à rejoindre par proximité, mais oui, un sentiment d'abandon dans la souffrance de cet homme. J'ai l'impression qu'on a un peu de mal aujourd'hui à se frotter à la complexité, à l'incertitude, et qu'on veut un peu catégoriser, intervenir. Et voilà, c'est vrai que pourtant ça fait longtemps que je pratique la médecine, mais le doute est aussi pour moi un élément très important, y compris de l'accompagnement, ce qui est difficile, hein, de communiquer sur le doute et nos incertitudes, parce que c'est très anxiogène. La vérité, entre guillemets, est un refuge dans les moments, les périodes de l'histoire que nous vivons, même quand elle est... il y a parfois de la croyance dans la science, on a tendance un peu à opposer la science et la croyance. Hein. Mais quand j'entends les débats actuels, je suis frappée de voir les projections que l'on a vis-à-vis de la science. On a complètement éliminé le doute et l'incertitude, alors que c'est vraiment consubstantiel, ça fait partie de la démarche scientifique.